Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à un phénomène à la fois discret et vraiment puissant, le burn-in. C'est cette phase silencieuse que l'on a tendance à ignorer et qui pourtant prépare le terrain bien avant le crash final du burn-out. Allez, on plonge dans cette analyse. Cette phrase de notre source, elle est parfaite pour commencer. Elle capture l'essence même du burn-out. Ce n'est pas une crise qui éclate d'un coup, non, c'est plutôt une sorte de fatigue sourde qui s'installe jour après jour au point de nous sembler presque normale. On attaque donc la première section, la mélodie silencieuse. On va voir ensemble comment le burn-in s'immisce tout doucement dans notre quotidien. Alors, le burn-out concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est cette phase un peu invisible où de l'extérieur, tout a l'air de rouler. On performe, on sourit, mais à l'intérieur, quelque chose cloche. Il y a comme une dissonance qui grandit, un fossé qui se creuse entre l'image qu'on renvoie et ce qu'on ressent au plus profond de soi. Et cette métaphore de la fausse mélodie, elle est très parlante. Elle illustre parfaitement comment on peut s'habituer au malaise. Ce bruit de fond, cette fatigue permanente, ça devient tellement une partie du décor quotidien qu'on ne se pose même plus la question. C'est juste la nouvelle norme. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on ignore ces signaux? Souvent, c'est parce qu'on se sent indispensable, n'est-ce pas? On enfile cette fameuse cape de super-héros en se disant que personne d'autre ne peut le faire. On se répète en boucle que ça ira mieux demain. Le vrai problème, c'est cette capacité d'adaptation. On s'adapte tellement qu'on finit par s'épuiser en silence. On passe à la deuxième section, les signaux d'alerte. Comment on fait la différence? Comment savoir si cette petite musique de fond devient carrément dangereuse? Là, la distinction est fondamentale. Une semaine difficile, tout le monde sait ce que c'est. Mais le burn-out, c'est autre chose. La fatigue n'est plus passagère, elle est profonde, constante. L'envie que le week-end arrive se transforme en une perte quasi totale de plaisir, y compris dans les loisirs. Le stress d'une deadline devient une irritabilité permanente. Le mot-clé à retenir ici, c'est vraiment la chronicité. Sur le plan psychologique, les fissures commencent à se voir. La patience à la maison s'effrite, la charge mentale au boulot, elle, donne l'impression d'être une bombe à retardement. La bienveillance laisse place à l'irritabilité, et petit à petit, le plaisir de vivre s'évanouit. C'est vraiment le signe que l'équilibre est en train de se rompre. Et il faut bien comprendre une chose, le burn-in est un processus. S'il n'est pas interrompu, il mène à une conséquence presque inévitable. L'effondrement du burn-out n'est pas une faiblesse. C'est juste la réponse finale et logique d'un corps qui a été en sur-régime pendant beaucoup trop longtemps. On en arrive à la troisième section, le cerveau sous pression. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans notre corps, dans notre biologie, pendant cette période? Pour faire simple, voilà la mécanique. Le stress chronique met le corps dans un état d'alerte permanent. Pour gérer ça, le cerveau active ce qu'on appelle l'axe HPA, qui va alors inonder le système de cortisol, la fameuse hormone du stress. À court terme, c'est un mécanisme de survie utile. Mais sur le long terme, c'est dévastateur. Cette surdose de cortisol, elle a des effets très concrets sur le cerveau. Par exemple, le cortex préfrontal, qui gère la logique et la maîtrise de soi, il s'affaiblit. C'est pour ça que prendre la moindre décision devient une montagne et que les émotions sont à fleur de peau. Et en même temps, l'amygdale, notre centre de la peur, elle devient hyperactive, d'où ce sentiment constant d'être sur le qui-vive. Mais, et c'est une note d'espoir vraiment importante, le cerveau est plastique. La source insiste bien là-dessus, ces changements ne sont pas une fatalité. Avec du vrai repos, une vraie récupération et les bonnes stratégies, le cerveau a cette capacité incroyable de guérir et de se rééquilibrer. Et on termine avec la quatrième section, comment éteindre le feu intérieur? Comment est-ce qu'on peut passer à l'action avant qu'il ne soit trop tard? Le premier pas, c'est aussi le plus crucial, la prise de conscience. Le simple fait de reconnaître, de mettre un nom sur ce qu'on ressent, c'est déjà le début de l'action. C'est décider d'écouter cette fameuse fausse note avant que toute la mélodie ne s'écroule. La source propose un plan d'action assez clair. D'abord, on apprend à repérer les signaux. Ensuite, on agit concrètement. Sur le corps, on fait du repos une vraie priorité, non négociable. Et on bouge pour évacuer la pression. Et sur l'esprit, on déconnecte pour de bon du travail, pour se reconnecter à ce qui nous fait du bien. Et enfin, si on sent que c'est nécessaire, on n'hésite surtout pas à demander de l'aide à un professionnel. Au fond, tout ça peut se résumer à un principe de base, un peu comme une batterie. L'énergie est une ressource finie. L'objectif, c'est de s'assurer que les entrées, le repos, le plaisir, les moments de qualité, sont toujours supérieurs aux sorties d'énergie. C'est une simple question d'équilibre à retrouver. On va finir sur cette question qui est, je pense, fondamentale. Notre culture a tendance à valoriser ceux qui tiennent bon, qui s'accrochent coûte que coûte. Mais
Et si le vrai courage, ce n'était pas de serrer les dents, si c'était plutôt d'avoir la lucidité de ralentir avant d'atteindre le point de rupture? C'est une pensée qui mérite vraiment qu'on s'y arrête. Merci d'avoir suivi cette analyse.